Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence en direct à ce stimulant colloque. J'ai été retenue par une audition importante, c'est la raison pour laquelle j'ai préenregistré cette contribution consacrée aux réformes et mutations territoriales. Je souhaite également remercier vivement les organisateurs de m'avoir associé à ce stimulant colloque et de m'avoir confié le soin de traiter des repères chronologiques et des problématisations juridiques. La France est un État unitaire et c'est la raison pour laquelle, depuis 1958, les compétences des collectivités territoriales sont encadrées par le Parlement afin de garantir l'unité normative et bien évidemment un égal accès aux services publics et une égalité devant la loi de tous les citoyens, quel que soit bien sûr leur lieu d'habitation. Pour situer la France au 1er mars 2021, il y a 67 millions d'habitants, 34 965 communes, 1253 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 101 départements et désormais 18 régions. Dans la version originelle de la Constitution du 4 octobre 1958, il apparaissait très clairement, avec les articles 2 et 72, que la France est une république indivisible et que les collectivités territoriales, qui étaient alors uniquement les communes et les départements, bénéficiaient du principe de libre administration qui, en réalité, se limite à l'élection au suffrage universel direct des membres des assemblées délibérantes. Et ce qu'il convient aussi de souligner d'ores et déjà, c'est que dès 1958, il était précisé que le représentant de l'État, à savoir le préfet, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et bien sûr du respect des lois. Alors, pour traiter des repères chronologiques et expliquer les problématisations juridiques concernant les réformes et les mutations territoriales, il convient de démontrer dans un premier temps l'émancipation relative des territoires, puis d'expliquer dans un second temps la cohésion relative des territoires. Alors, tout d'abord, si il convient de parler d'une émancipation relative des territoires, c'est pour deux raisons. La première, c'est que la consolidation de la décentralisation a été tardive et surtout, il y a progressivement l'instauration d'une recentralisation. Bien sûr, la loi du 2 mars 1981 est la date de naissance de l'acte 1 de la décentralisation. À partir de ce moment-là, les collectivités territoriales vont être émancipées dans la mesure où la tutelle exercée autrefois a priori et a posteriori pour des raisons d'opportunité et de légalité va être remplacée par un contrôle administratif. Concrètement, le préfet ne peut plus annuler directement les actes des collectivités territoriales et il ne peut plus leur donner des injonctions. Par contre, le préfet va devenir le chef d'orchestre de tous les contrôles exercés sur les collectivités territoriales, à savoir un contrôle administratif, puisqu'il pourra déférer au tribunal administratif les délibérations et les actes des collectivités territoriales qui lui sembleraient contraires aux lois et règlements. Il pourra aussi activer le contrôle budgétaire exercé par les chambres régionales des comptes qui pourront confier au préfet le soin d'exercer une véritable tutelle financière dès lors que les exécutifs locaux ne tiendront pas compte des recommandations des chambres régionales des comptes en cas de violation des règles budgétaires et comptables. À la suite de cette loi de 1982, la loi du 7 janvier 1983 va bien évidemment opérer des transferts de compétences, cette fois-ci par bloc, c'est-à-dire au profit des communes,
ou des départements et des régions qui sont alors érigées par la loi de 1982 avec le statut de collectivité territoriale. La loi du 26 janvier 1984 créera une fonction publique territoriale de sorte que les agents et fonctionnaires des collectivités territoriales disposeront d'un statut particulier. L'acte 2 de la décentralisation apparaît avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, donc assez tardivement en fin de compte. Et il ressort des révisions constitutionnelles opérées à cette date que dorénavant, l'article 1 précise que la France, qui reste une république indivisible, va avoir une organisation décentralisée. L'article 72 va également préciser qu'aucune tutelle ne peut être exercée par une collectivité territoriale sur une autre collectivité territoriale et surtout, un article 72-2 va être introduit dans le marbre constitutionnel pour préciser l'autonomie financière locale. Pour autant, cette autonomie financière locale est très encadrée par le Parlement. Il est en effet prévu que les collectivités territoriales disposent de ressources locales, peuvent fixer l'assiette et le taux des impositions de toute nature, bénéficient d'une autonomie financière, mais par rapport à la part déterminante des ressources propres par rapport à l'ensemble des ressources. Le principe de la compensation financière est gravé dans ce marbre constitutionnel de sorte que toute création ou extension de compétences, mais en réalité seulement obligatoires, qui ont pour conséquence d'augmenter les dépenses locales, devront faire l'objet d'une compensation financière. Également, l'État pourra organiser une péréquation pour favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Ainsi, de manière tardive, la décentralisation va être consolidée sous la Ve République. Pour autant, une véritable recentralisation a été progressivement instaurée. En effet, il ressort qu'il y a une neutralisation de l'autonomie financière locale apparue en 2003. En effet, il existe d'un côté une recentralisation sur le plan budgétaire, puisque dès 1982, si les collectivités territoriales peuvent emprunter, c'est uniquement pour financer des dépenses d'investissement et elles sont surtout soumises à un véritable principe d'équilibre réel en lien avec la sincérité. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 va aller beaucoup plus loin puisqu'elle va inscrire dans la Constitution un objectif d'équilibre des comptes publics, de sorte que la loi du 22 janvier 2018 va prévoir un objectif national d'évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement par rapport à l'année 2017, de sorte que lorsque les collectivités territoriales concernées vont dépasser cette augmentation, elles vont subir un malus, alors que celles qui respecteront cet engagement pourront bénéficier d'un bonus. Ce mécanisme a été suspendu durant l'état d'urgence sanitaire sur le fondement de la loi du 23 mars 2020. D'un autre côté, il y a une recentralisation sur le plan fiscal. En effet, la loi organique du 29 juillet 2004, qui précise l'article 72-2 de la Constitution, livre une définition extensive des ressources propres, puisqu'on y retrouve des impôts d'État partagés. Également, cette loi organique propose une définition au contraire très restrictive de la part déterminante, puisque celle-ci est entendue par rapport à la référence de l'année 2003 et surtout qu'elle est interprétée par catégorie de collectivités et non pas pour chaque commune, chaque département ou chaque région. Toujours dans le même souffle, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2009, va considérer qu'il n'y a aucune autonomie fiscale consacrée par les règles constitutionnelles. De sorte, le Parlement peut très bien supprimer des ressources fiscales comme il a pu le faire avec la taxe professionnelle.
et notamment avec la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui va supprimer le pouvoir de vote des taux et de fixation de l'assiette des départements et des régions pour les taxes foncières. Cette loi va également généraliser la fiscalité transférée avec les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau ainsi que sur la CVAE. Avec les années 2010, va apparaître l'acte 3 de la décentralisation. Concrètement, c'est plus un mouvement de recentralisation puisque d'un côté, il y a une recentralisation structurelle avec la loi du 16 décembre 2010 qui oblige les communes à intégrer un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dès 2014, les conseillers communautaires vont également être élus en même temps que les conseillers municipaux. Cette loi avait également prévu la création d'un conseiller territorial qui aurait été un élu qui aurait siégé à la fois au sein de l'Assemblée départementale et régionale. Cet organe a été supprimé, abrogé en 2014. La loi MAPAM du 27 janvier 2014 va également créer des métropoles de droit commun, mais également des métropoles sui generis. La loi du 16 janvier 2015 va quant à elle fusionner certaines régions. Au-delà de cette recentralisation structurelle, il existe une recentralisation fonctionnelle, puisque la loi NOTRe du 7 août 2015 va supprimer la clause de compétence générale des départements et des régions. Bien évidemment, les compétences partagées vont être pérennisées. Il s'agit du sport, du tourisme et de la culture. De plus, ont été rajoutées la promotion des langues régionales et de l'éducation populaire. Il résulte de ces mouvements de recentralisation structurelle et surtout fonctionnelle une véritable spécialisation de fait, puisque même pour les communes et les intercommunalités, les dépenses obligatoires vont augmenter alors que les ressources locales vont diminuer. Ainsi, les territoires ont bénéficié d'une émancipation qui s'avère relative. Il en résulte la nécessité pour l'État de mettre en œuvre une cohésion entre les territoires, mais nous allons le voir, celle-ci s'avère également relative. La première illustration, c'est que la coordination fonctionnelle entre les territoires va être relative et nous verrons également la péréquation financière entre les territoires. S'agissant de la coordination fonctionnelle, tout d'abord, les communes vont obligatoirement devoir travailler en commun à l'intérieur d'établissements publics de coopération intercommunale de plus en plus intégrés. Il y a une réelle évolution, mutation entre la loi du 31 décembre 1966 qui mettait en place une intercommunalité de projet et qui reposait sur le principe de la volonté des communes. Progressivement, la loi du 6 février 1992 va proposer des communautés de communes et des communautés de villes de plus en plus intégrées. La loi du 12 juillet 1999 va proposer une prime à la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire une carotte financière pour inciter les communes à intégrer des intercommunalités. La loi du 16 décembre 2010 va imposer l'intégration des communes dans un EPCI, donc à fiscalité propre, avant le 30 juin 2013. Les intercommunalités vont voir leur périmètre également rationalisé et surtout, la loi du 27 janvier 2014, dite loi MAPAL, va transférer de plein droit des compétences des départements et même des régions aux métropoles, de sorte que les intercommunalités vont progressivement récupérer les compétences des collectivités territoriales et plus précisément des communes. L'autre illustration, c'est que toutes les collectivités territoriales vont devoir coordonner leur action par le biais des chefs de file.
Cette notion apparaît avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Elle est mise en œuvre avec la loi MAPAM du 27 janvier 2014, qui prévoit par exemple que les régions sont chefs de file en matière de développement économique, les aides au transport, aux entreprises, la biodiversité, la transition énergétique, l'agenda 21. Les départements, quant à eux, sont chefs de file pour l'action sociale, l'aménagement numérique et la solidarité territoriale. S'agissant des communes, elles vont être chefs de file pour la mobilité durable et la qualité de l'air. Avec la loi NOTRe du 7 août 2015, les compétences partagées vont également être organisées avec la notion de chef de fila et nous allons avoir un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il y a donc bien une coordination fonctionnelle entre les différents territoires. Pour compléter ce mouvement, cette mutation, nous allons assister à une péréquation financière entre les territoires. L'État va, compte tenu du déficit structurel et chronique, diminuer la péréquation verticale, c'est-à-dire que les aides, les dotations qu'il dispense aux collectivités territoriales vont progressivement faire l'objet d'une diminution. En effet, en 1996, sur le fondement d'un pacte de stabilité financière, les dotations évoluaient seulement en fonction de l'inflation. Avec le fruit de la croissance économique, en 1999, un véritable contrat de croissance et de solidarité va être mis en place, de sorte que les dotations évolueront aussi avec la croissance économique en plus de l'inflation. Mais dès la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la dotation globale de fonctionnement, qui est une enveloppe des différentes dotations, va être gelée en valeur. Et la loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques, 2012-2017, va enfoncer le clou puisque les collectivités territoriales vont devoir contribuer à l'effort de redressement par le biais d'une baisse des concours financiers de l'État à leur profit. Les collectivités territoriales ont pourtant besoin de fonctionner et donc de financement. C'est la raison pour laquelle l'État va de plus en plus augmenter la péréquation horizontale, c'est-à-dire qu'il va écrêter les ressources des collectivités territoriales les plus riches pour abonder les collectivités territoriales les plus défavorisées. C'est ce qu'il va faire avec la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, en fusionnant les fonds de péréquation départementale et régionale de la CVAE, pour réduire les inégalités entre départements et régions. Il va également réviser le mécanisme du fonds de péréquation de la croissance des droits d'enregistrement entre départements et il va aussi et surtout créer, à compter de 2012, le Fonds national de péréquation intercommunale et communale. S'agissant de toutes ces mutations, la question qui se pose, c'est de savoir quelles sont les mutations à venir, quelles sont les répercussions futures. Et bien entendu, ici, on peut se demander quel sera l'acte 5. Plusieurs questions peuvent être alors soulevées et qui seront alimentées par les différentes contributions suivantes. Tout d'abord, quid des serpents de mer de la réforme territoriale? Est-ce qu'une catégorie de collectivité territoriale ou une intercommunalité sera supprimée? Est-ce que les conseillers territoriaux qui avaient été imaginés seront restaurés? Qu'en est-il du projet de réforme 4D, différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification? Quid de la modification éventuelle des périmètres? Est-ce que des collectivités territoriales vont encore fusionner entre elles? Est-ce qu'une commune ou plusieurs communes vont se retirer d'une intercommunalité? Est-ce que ces intercommunalités vont être dissoutes en une ou plusieurs intercommunalités? Autre question, quid de la détermination du niveau pertinent et de la bonne échelle? Comment préserver la proximité des élus et des services publics locaux? Comment améliorer l'efficacité des politiques publiques locales? Comment maintenir l'identification territoriale fondée sur l'histoire, la géographie, la culture? Et bien évidemment, dernières interrogations,
Quid de la distinction entre collectivité territoriale et intercommunalité? Est-ce qu'à l'avenir, il y aura une démocratisation sans fléchage des assemblées communautaires, une atténuation supplémentaire de la spécialité fonctionnelle des intercommunalités? Et bien sûr, est-ce qu'à l'avenir, il y aura une protection juridique plus importante des intercommunalités qui, de nos jours, ne bénéficient que d'un statut législatif et non pas constitutionnel? Voici donc toutes les réflexions que je vous proposais d'ouvrir avec mon intervention. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et j'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous à l'avenir. Au revoir.